Et on continue d'évoquer ces tensions dans la région avec notre invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que cette riposte israélienne qui était attendue après l'attaque iranienne du 1er octobre vous surprend par rapport à la forme? Non, elle ne me surprend pas. D'abord, sur le type de cibles qui ont été touchées, on se souvient qu'il y avait trois options, les sites nucléaires, les sites pétroliers et les sites liés au passe d'Aran. C'était cette troisième option qui allait à l'évidence être touchés, les Américains ne voulant pas qu'on touche aux sites nucléaires et les sites pétroliers posant trop de problèmes à la fois écologiques et de cours des prix du pétrole. Donc Israël a bien ciblé sur ce qu'on attendait, c'est-à-dire les passes d'Aran. L'ampleur de la cible, en revanche, amène à poser une question. D'une certaine façon, Israël laisse l'initiative de la riposte et donc de l'escalade à l'Iran. Elle a frappé précisément des cibles militaires qui ont deux objets. D'abord, la défense de l'Iran, bien sûr, mais aussi la capacité de riposte de l'Iran. Et donc l'Iran, maintenant, va évaluer si elle a toujours la capacité de se défendre ou pas, et si elle a toujours la capacité de frapper Israël ou pas. Et en fonction de ça, elle va escalader ou pas, ce qui permettra à Israël de dire, vous voyez, moi j'avais dit que j'avais terminé mon opération, et c'est bien l'Iran qui escalade, parce qu'il faut bien voir qu'on parle des Houthis, du Hezbollah, du Hamas, et de la Syrie et de l'Irak, mais tout ceci est piloté à partir de Téhéran. Donc si un jour on veut éradiquer cette menace, ou du moins la diminuer, c'est bien à Téhéran que se trouve la clé, et non pas dans les frappes multiples sur le pourtour israélien. Quelle est l'implication des États-Unis? Washington a indiqué qu'elle avait été prévenue, mais n'est pas impliquée dans ces frappes. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce communiqué? Alors ce ne sont pas des avions américains qui ont frappé, là on peut être certain. En revanche, je rappelle que les États-Unis ont dit qu'ils coordonneraient l'attaque. Premier point, il faut fournir de l'information satellitaire, la meilleure est disponible, c'est américain, donc pour préparer les frappes, c'est avec les Américains. Pour aider les Israéliens, ils sont en manque de ravitailleurs, d'avions ravitailleurs. Et donc il y a eu une dizaine d'avions ravitailleurs américains qui ont été prépositionnés dans la région, donc on peut supposer que dans la préparation de l'attaque et la conduite de l'attaque, les Américains y ont été mêlés, même si effectivement ce ne sont pas des avions américains qui ont frappé. Il y a eu beaucoup de réactions, des condamnations de l'Arabie Saoudite, de la Turquie notamment, mais également de la Russie qui s'inquiète d'une escalade explosive. Quelles peuvent être les conséquences à moyen ou au court terme de cette attaque israélienne? Alors, vis-à-vis de la Russie, puisque c'est le dernier que vous soulignez, c'est très important. L'affaiblissement de l'Iran amène un affaiblissement de la Russie. Il faut quand même rappeler que la Russie est aujourd'hui en train d'importer des armes de l'Iran, des armes et des soldats de la Corée du Nord. Donc on ne peut pas dire que sur le moyen terme ou le long terme, elle soit en très bonne forme. L'inflation est importante en Russie. Donc derrière le masque qui a été présenté à Kazan, en particulier au sommet des BRICS, en disant tout va bien, je ne suis pas seul, je suis entouré du monde, il y a des réalités. Et l'affaiblissement de l'Iran, en particulier dans sa défense aérienne, puisqu'on sait que dans les dernières semaines, c'est la Russie qui a envoyé des matériels de défense antiaérienne pour protéger l'Iran. Apparemment, ils n'ont pas fonctionné. Donc c'est une faiblesse indirecte de la Russie qui a été dévoilée. Je voudrais qu'on aborde la situation au Liban. Le Hezbollah libanais a annoncé aujourd'hui avoir lancé une attaque de drone contre une base aérienne au sud de Tel Aviv. Malgré les frappes israéliennes, le Hezbollah garde cette capacité à frapper et attaquer Israël. Oui, complètement. Et de la même façon qu'au nord de Gaza, le Hamas frappe. C'est-à-dire que Israël, l'armée israélienne est capable de diminuer la capacité de nuisance de ces éléments, mais ne peut pas les réduire complètement. C'est des mouvements terroristes, mais très décentralisés, et malgré le fait que le Hezbollah a été complètement décapité, il est capable toujours de réagir. Et c'est pour ça que je viens toujours au cœur du sujet. Le cœur du sujet, il est à Téhéran. Il n'est pas à Beyrouth. Il n'est pas à Gaza, il n'est pas au Yémen, il est à Téhéran. Et c'est pour ça que je crois que l'escalade possible, je ne dis pas qu'elle arrivera, possible, il faut en laisser l'initiative à Téhéran, mais par là même saisir l'opportunité qui est présentée de casser le cœur du dispositif, de ce qu'on appelle le cercle de feu autour d'Israël. Je voudrais qu'on évoque la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Dans votre livre qui vient de paraître D'un monde à l'autre, vous évoquez
votre expérience sur le terrain. En 1992, le Liban était occupé au nord par la Syrie et le sud par Israël. Vous parlez des difficultés pour la FINUL de faire respecter son mandat. J'ai envie de dire, 32 ans après, rien n'a changé. Oui, alors deux éléments. D'abord, Israël se moque complètement de la FINUL. Si elle a envie de taper, elle tape là où ça l'intéresse. Et je l'ai vu, et je le décris dans mon livre, en 92, des soldats fidjiens tués par des frappes israéliennes. Et sans qu'il y ait de haut le cœur, j'allais dire, au Conseil de sécurité. La FINUL a fait une strong protest, c'est tout. Les Israéliens ont parlé d'erreur. Voilà, exactement. On parle d'erreur alors qu'on sait très bien que ce n'est pas une erreur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas accuser la FINUL de ne pas remplir un mandat qu'elle n'a pas. La FINUL n'a pas pour mandat de désarmer le Hezbollah. C'est au Liban de le faire. C'est l'armée libanaise qui, aidée par la FINUL, doit accompagner. Alors vous allez me dire, la FINUL, ça ne sert à rien. Si, la FINUL est dans une zone de conflit dans laquelle on a des yeux neutres qui peuvent rendre compte de ce qui se passe. Je rappelle qu'à Gaza, il n'y a personne qui peut rendre compte. Là, elle est présente. Deuxième point, si ce qu'on souhaite, le mandat, le dernier mandat, c'est la résolution 1701 qui a été votée en 2006, venait à changer, ben on a déjà 10 000 soldats qui sont déployés. Ça prend du temps de déployer des soldats. Donc ils sont prêts là si une nouvelle résolution devait être votée et renforcer la position de l'armée libanaise et de la FINUL. Ce sera ma dernière question, il nous reste quelques secondes. Des nouveaux pourparlers ont lieu au Qatar en vue d'évoquer une trêve dans la bande de Gaza, après l'échec des précédentes négociations. Est-ce qu'on peut croire à une trêve ? Écoutez, ça me paraît difficile, d'abord parce que quels sont les interlocuteurs au Qatar? Maintenant que tout le Hamas a été décapité, ça me paraît assez difficile. Combien reste-t-il d'otages réellement vivants? C'est un autre problème. Et ensuite, on voit bien la stratégie israélienne, c'est de raser. Elle rase à Gaza comme elle rase au sud du Liban. Ce matin, on a fait sauter des villages entiers. Donc, c'est sa stratégie. Donc elle n'a pas envie de s'arrêter maintenant parce qu'elle pense qu'elle est en capacité de réduire la capacité de nuisance de ses mouvements. Merci, Général Dominique Trinquant, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre dernier livre vient de paraître aux éditions Robert Laffont, D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques. Il est disponible partout. Merci beaucoup. Merci, Vévoche.